La terre ici a une mémoire froide et calcaire qui s'infiltre dans la plante des pieds et remonte le long des os jusqu'à geler le cœur. Chaque matin, avant même que le soleil ne daigne jeter un regard blafard sur les vignes, nous sommes déjà là, courbés sur cette glèbe qui nous a vus naître et qui nous ensevelira. Elle ne donne rien sans prendre en retour. Elle prend la force de nos bras, la jeunesse de nos visages, et parfois elle prend la vie elle-même, sans un bruit, comme elle a pris mon père. L'odeur de la craie humide est l'odeur de notre labeur et de notre tombeau. C'est la première et la dernière chose que nous sentons en ce monde. Nous ne sommes que des ombres passagères sur une terre qui, elle, est éternelle dans sa cruauté, indifférente au corps que nous lui sacrifions, pour que de ses entrailles sorte l'or pétillant destiné à de bouches que nous ne connaîtrons jamais, à des fêtes dont nous n'entendons que les échos lointains, portés par le vent nocturne. De notre position, le dos brisé au ras du sol, le monde se divise en deux. En bas, il y a la boue, nos sabots usés, les mains crevassées et la sueur qui pique les yeux. En haut, sur la colline, se dresse le manoir du maître, Auguste Dubois. Une bâtisse de pierre blanche qui semble nous narguer, si propre et si droite, comme un juge impassible contemplant le labeur des condamnés. Elle est un rappel constant de la distance infranchissable qui nous sépare de la chaleur, de la nourriture en abondance, d'une vie où le corps n'est pas un simple outil destiné à être usé jusqu'à la corde. Le soir, quand ses fenêtres s'illuminent, elle ressemble à des yeux d'or qui nous surveillent, s'assurant que même dans l'épuisement de nos masures, nous n'oublions jamais notre place. Nous sommes les racines de sa fortune, enfouies dans l'ombre et la saleté, et il est la fleur arrogante qui s'épanouit au soleil, loin, très loin, au-dessus de nos têtes. Le silence dans les vignes n'est jamais un silence de paix. Il est tissé des bruits de notre souffrance, le cliquetis métallique et incessant des sécateurs, la toux caverneuse d'un vieil homme dont les poumons sont pleins de la poussière des caves, le souffle court de ceux qui luttent contre la fatigue. Et par-dessus tout, la voix du contremaître, un aboiement sec qui nous rappelle que chaque seconde de repos est un vol. Le seul vrai silence, le silence absolu et terrifiant, est celui qui s'installe lorsque le maître apparaît. Alors, même les oiseaux semblent se taire, tous les mouvements ralentissent, deviennent plus prudents, plus mesurés. Les regards se baissent, les échines se courbent à peu plus. Ce silence-là est plus lourd que n'importe quel cri. Il est fait de la peur collective, de la soumission apprise de génération en génération. C'est le silence du bétail devant le boucher, une quiétude angoissante qui précède toujours le coup. Le maître, Auguste Dubois, ne marche pas, il arpente. Il possède la terre et nous possédons par la même occasion. Ses bottes, toujours impeccablement cirées, ne touchent jamais la boue de la même manière que nos sabots. Elles l'écrasent, la dominent. Il n'a pas besoin de crier, sa présence suffit. Une ombre qui s'allonge sur un rang de vignes, un regard qui s'attarde sur des mains jugées trop lentes, et la peur s'installe dans le ventre. Il nous dévisage sans jamais nous voir. Nous ne sommes pas des hommes à ses yeux, mais des bras, des dos, une force de travail quantifiable, remplaçable. Son pouvoir n'est pas seulement dans sa richesse ou dans le fouet du contremaître. Il est dans cette capacité à nous réduire à de simples objets, à nous faire croire à notre propre insignifiance. Il incarne le système tout entier, un ordre immuable où certains sont nés pour commander et d'autres, comme nous, pour obéir jusqu'à notre dernier souffle. Notre journée est un rituel de misère. Elle commence dans le froid humide de nos logis, où l'odeur de la paille moisie et de la soupe claire imprègne tout. Le pain est dur, l'eau a un goût de fer. Puis vient le long chemin vers les champs, une procession silencieuse de corps fatigués. Le travail est une guerre contre la vigne, contre le temps, contre notre propre épuisement. Chaque muscle hurle, chaque geste est répété des milliers de fois jusqu'à ce que l'esprit s'engourdisse et que nous ne soyons plus que des machines de chair et d'os. Le déjeuner est une trêve dérisoire, un morceau de pain avalé à la hâte, assis dans la terre froide. Et le soir, c'est le retour, encore plus lent, encore plus courbé, vers une nuit qui n'apporte pas le repos, mais seulement une brève suspension de la douceur avant que tout ne recommence. Il n'y a pas d'espoir de changement, pas d'avenir, seulement la certitude que demain sera identique à aujourd'hui, aussi gris, aussi lourd. Je me souviens de Pierre. Il avait volé une pomme dans le verger du maître. Une seule pomme, ridée et tombée au sol. Le contremaître l'a traînée sur la place de la cour. Le maître est sorti sur le perron, un verre de vin à la main, pour assister au spectacle. Il a fait un signe de tête, et les coups ont commencé à pleuvoir. Je n'oublierai jamais le bruit du cuir sur la peau, un son mat et humide qui semblait déchirer l'air. Pierre n'a pas crié au début, il a serré les dents, son corps se tordant à chaque impact. Nous étions tous là, forcés de regarder, le cœur battant à tout rompre, la gorge sèche. Personne n'a bougé, personne n'a dit d'un mot. C'était la leçon. Un homme brisé pour une pomme. Ce n'était pas la justice, c'était une démonstration de pouvoir. Une manière de nous rappeler que nos vies valaient moins qu'un fruit pourri et que la moindre transgression serait payée avec notre sang. Les caves sont pires que les champs. L'air y est glacial, saturé de l'odeur sucrée et écœurante de la fermentation. C'est là que mon père est mort, écrasé par un tonneau qui a glissé. Un accident, ont-ils dit. Un outil de moins. Ils l'ont sorti de là comme on sort un sac de grains éventré. Je travaille parfois dans cette même cave. L'obscurité est presque totale, seulement percée par la lueur vacillante de quelques lanternes. Les murs suantent et le silence est profond. Seulement brisé par le goutte à goutte de l'eau et le glou-glou fantomatique du vin qui travaille dans les fûts. Je sens sa présence ici. Je sens la peur qu'il a dû ressentir,
la solitude de sa mort. Chaque fois que je déplace un tonneau, je sens le poids de sa vie et de la mienne. Et une haine silencieuse monte en moi, une haine aussi froide et patiente que le vin qui vieillit dans ses ténèbres. Le monde du maître nous parvient par bribes, par les odeurs qui s'échappent des cuisines du manoir quand le vent souffle dans notre direction. Des relents de viande rôtie, de beurre et d'épices, des parfums si riches qu'ils semblent presque solides, insultants face à notre bouillon clair. Nous entendons parfois, la nuit, des éclats de rire, le son cristallin des verres qui s'entrechoquent, ou quelques notes de piano qui flottent dans l'air comme des fantômes d'une autre vie. Ces sons et ces odeurs creusent un fossé plus profond que n'importe quelle barrière physique. Ils nous rappellent que pendant que nous luttons pour survivre, d'autres célèbrent. Ils vivent dans un monde de soie et de chaleur, un monde où la faim est une abstraction, et la douleur une chose que l'on inflige, mais que l'on ne ressent jamais. Notre misère est le fumier sur lequel pousse le luxe de leur existence. Les étrangers qui visitent la Champagne ne voient que la beauté. Ils voient les coteaux verdoyants, les grappes dorées gorgées de soleil, l'élégance du manoir. Ils dégustent le vin et parlent de son bouquet, de sa finesse, de la magie de ce terroir. Ils ne voient pas les mains qui saignent à force de tailler la vigne, les dos courbés sous le poids des hôtes, les visages creusés par la faim et le manque de sommeil. Ils boivent le résultat de notre souffrance et le nomment célébration. Pour nous, chaque bouteille qui quitte le domaine est remplie de nos heures perdues, de nos forces volées, du sang invisible de ceux qui sont tombés. Cette terre est belle, oui, mais c'est une beauté prédatrice, une façade qui dissimule la brutalité de l'ordre des choses. Le champagne n'a pas le goût de la fête, il a le goût amer de nos vies sacrifiées. La peur nous rend méfiants les uns des autres. Le maître sait que la faim peut transformer un voisin en espion. Une miche de pain supplémentaire, une promesse de travail moins pénible, et les langues se délient. Nous avons appris à ne parler qu'à voix basse, à ne jamais nous plaindre, à garder nos pensées pour nous. Chaque regard est pesé, chaque mot sous-pesé. Un geste de solidarité peut être interprété comme le début d'une conspiration. Le contremaître a ses informateurs parmi nous, des hommes dont le désespoir est devenu une arme tournée contre leurs frères. Cette surveillance constante nous isole, nous brise de l'intérieur. Elle nous empêche de nous unir, car comment faire confiance à celui qui partage votre misère quand il pourrait la vendre pour un morceau de lard ? Nous sommes une armée de solitaires, marchant côte à côte, mais chacun emmuré dans son propre silence, dans sa propre terreur. Pourtant, au milieu de cette grisaille immuable, il y a des choses qui détonnent, des choses qui ne devraient pas être là, une couleur, un son, une présence. C'est depuis la fenêtre la plus haute du manoir que je la vois parfois, une silhouette immobile. Pas le maître, dont la présence est toujours massive et menaçante. Non, c'est autre chose, une forme plus douce, souvent vêtue de couleurs claires qui jure avec la pierre austère du bâtiment. Elle ne regarde pas les vignes comme le maître le fait, pour en évaluer le rendement. Elle regarde le ciel, ou l'horizon, ou peut-être nous, mais son regard semble se perdre bien au-delà. Je ne sais rien d'elle, sinon qu'elle est la femme du maître, une autre de ses propriétés. Mais dans son immobilité, dans ce silence lointain, je perçois une fissure dans la perfection de leur monde, une tristesse qui fait écho à la nôtre, une anomalie dangereuse. Mon nom est Julien, j'ai 25 ans, mais mon dos en a le double. Il porte le poids des hottes remplies de raisins, le poids des fûts de chêne dans l'humidité des caves, mais surtout, il porte le poids de la mort de mon père. Il est mort ici, dans cette obscurité glaciale, le corps broyé sous un tonneau qu'ils ont prétendu accidentel. Je travaille souvent au même endroit, et l'air que je respire est encore chargé de son dernier souffle, à mélange d'effroi, de lin renversé. Mes mains sont cailleuses, crevassées par la vigne et le froid, mais la véritable cicatrice est à l'intérieur. Une haine silencieuse et patiente qui fermente en moi comme le mou dans les cuves. Je ne cherche pas la richesse, ni même le confort. Je cherche seulement un regard qui me verrait comme un homme, et non comme une bête de somme dont on peut disposer à sa guise. Ma plus grande terreur est de finir comme lui, un nom effacé, une vie réduite à une tache sombre sur le sol en terre battue. Ma vie est une succession de gestes sans âme, une mécanique de la survie. Je me lève avant le soleil, je mange mon pain sec en silence, je rejoins la cohorte des ombres qui marchent vers les champs. Je ne parle que lorsque c'est nécessaire, car les mots sont d'enjouet. Ils peuvent être mal interprétés, rapportés, punis. Le silence est une armure. À l'intérieur de cette armure, je suis vivant. Je pense, je me souviens, je ressens. Je me souviens du visage de ma mère, emporté par la fièvre de l'hiver, de la chaleur de sa main dans la mienne. Je ressens la morsure de l'injustice, le feu de la colère qui couve sous les cendres de la peur. Pour le maître, je ne suis qu'une paire de bras, une force de travail. Il ne soupçonne pas le monde qui brûle en moi.
cette dignité farouche que je protège comme la dernière flamme d'une bougie dans le vent. Ils peuvent posséder mon corps, mais mon âme, elle, reste mienne, un territoire secret et inviolable. Elle, la femme du maître, je la vois parfois comme une apparition. Éléonore. Son nom même sonne comme une chose fragile et précieuse, un son qui n'a pas sa place dans notre monde de boue et de sueur. Elle se tient à la fenêtre de sa chambre, une silhouette pâle dans un cadre de pierre sombre. Elle ne regarde jamais directement le travail, jamais les hommes qui ploient sous le soleil. Son regard se perd dans le lointain, par-delà les collines, comme si elle cherchait une issue à une prison invisible. Ses robes sont des taches de couleur dans un univers gris, de la soie bleue ou du lin blanc qui semble absorber la lumière. Elle est belle, d'une beauté triste et lointaine, comme une fleur cultivée sous une cloche de verre. Je sais qu'elle est une autre possession du maître, la plus belle, la plus délicate, et je perçois dans sa solitude une souffrance qui, bien que parée d'or, fait écho à la mienne. Je l'observe en cachette, quand je redresse mon dos endolori pour quelques secondes. Ses journées semblent aussi ritualisées et vides que les nôtres. Je la vois marcher dans les allées parfaitement taillées du jardin, seule, les mains jointes, le pas lent et mesuré. Elle ne sourit jamais, pas le sourire éclatant des dames que l'on voit parfois arriver en calèche pour les grandes réceptions. Son visage est un masque de porcelaine, poli par une tristesse infinie. Le maître marche à ses côtés parfois, mais il y a toujours un espace entre eux, un abîme de silence. Il lui parle, mais sa voix est un ordre, pas une caresse. Elle acquiesce d'un léger mouvement de tête, sans jamais le regarder. Elle est sa plus grande réussite, la preuve de son ascension sociale, une aristocrate déchue, achetée pour orner sa table. Mais dans ses yeux, je ne vois pas de fierté. Je ne vois qu'une cage, plus vaste et plus laitueuse que nos masures, mais une cage tout de même. Le maître, Auguste Dubois, est le centre de notre univers. Tout tourne autour de lui, de ses humeurs, de ses ordres. Sa voix est un instrument de pouvoir. Elle peut être mielleuse avec les acheteurs venus de Paris, un grondement de tonnerre avec le contremaître, et un sifflement glacial avec nous. Je l'ai entendu une fois s'adresser à sa femme sur le perron. Il ne criait pas, c'était pire. Chaque mot était une pierre, lancée avec une précision cruelle sur son silence à elle. Il lui reprochait un détail futile, un ruban mal noué, un regard jugé trop absent. Elle n'a pas répondu. Elle a simplement baissé les yeux, son corps se faisant plus petit, comme pour disparaître. À cet instant, j'ai compris que sa violence n'était pas réservée aux champs et aux caves. Elle imprégnait chaque recoin de son domaine, empoisonnant l'air que respiraient ses ouvriers comme celui que respirait sa propre femme. Son pouvoir n'était pas seulement économique, il était total, absolu, destructeur. Nous sommes donc trois, pris dans la toile de cet homme. Lui, le maître, l'araignée au centre de tout. Elle, la femme, le papillon pris dans les fils de soie, attendant que son heure vienne. Et moi, Julien, l'insecte rampant dans la poussière en dessous, qui observe le drame avec une fascination terrifiée. Je la regarde, et pour la première fois, je ne vois pas la femme du maître. Je vois une autre âme captive. Je comprends que nos prisons, bien que si différentes en apparence, sont faites du même matériau, le pouvoir d'un seul homme. Le fossé qui nous sépare semble infranchissable, un océan de mépris social et de règles immuables. Pourtant, dans le silence de nos souffrances respectives, un pont invisible commence à se dessiner, un chemin dangereux fait de regards volés. Et je sens, avec une certitude effrayante, que si jamais nos pieds s'aventuraient sur ce pont, il s'effondrerait et nous entraînerait tous dans l'abîme. Un soir, alors que le ciel se chargeait de la couleur violette des ecchymoses et que le vent commençait à murmurer des menaces dans les feuilles des platanes, je fus envoyé à la lisière du jardin du maître pour réparer une treille brisée. C'était une tâche inhabituelle qui me plaçait dangereusement près de leur monde, un territoire interdit où chacun de mes pas semblait profaner un seul sacré. C'est là que je la vis, non pas à sa fenêtre, mais marchant seule le long d'une allée de roses. Elle semblait flotter dans sa robe claire, une apparition fragile contre la masse sombre du manoir qui se dressait derrière elle. Une bourrasque plus forte que les autres s'engouffra dans le jardin, faisant claquer un volet au loin et arrachant de ses mains un petit carnet de cuir qu'elle tenait. L'objet vola dans les airs comme un oiseau blessé, avant de choir dans la poussière, à quelques pas seulement de l'endroit où je me tenais, pétrifié. Mon premier instinct fut de ne pas bouger, de me fondre dans l'ombre de la pierre, de laisser l'objet à la terre. Le ramasser, c'était m'exposer, c'était admettre ma présence, c'était initier un contact qui violait toutes les lois de notre existence. Le contremaître m'aurait fouetté pour moins que ça. Pourtant, je la vis se repencher, son visage empreint d'une panique muette, ses yeux cherchant le carnet perdu. Dans ce bref instant, elle n'était plus la femme du maître, mais seulement une femme en détresse. Une force plus ancienne que la peur me poussa en avant.
Je fis quelques pas, le cœur battant contre mes côtes comme un prisonnier contre les barreaux de sa cellule. Je me baissai, et mes doigts cailleux se refermèrent sur le cuir doux et chaud. L'objet semblait vivant, vibrant de son énergie, de son monde si radicalement étranger au mien. Je me relevai lentement et m'avançai vers elle, le carnet tendu devant moi, comme une offrande ou une sentence. Je m'arrêtai à une distance respectueuse, la tête baissée, le regard fixé sur ses chaussures délicates qui effleuraient à peine le gravier. Je ne prononçai qu'aucun mot. Le silence était notre seul langage commun, le seul espace où nous pouvions exister sans hiérarchie. Elle hésita une seconde, puis sa main gantée de blanc s'avança pour prendre le carnet. C'est à ce moment que je fis l'impensable. Je levai les yeux. Notre regard se croisa, et le monde s'arrêta de tourner. Je ne vis dans ses prunelles ni mépris ni condescendance, mais un abîme de surprise et de solitude, une reconnaissance si profonde qu'elle me coupa le souffle. C'était un regard qui ne voyait pas l'ouvrier, la saleté, la sueur, mais l'homme en dessous. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression que quelqu'un me voyait vraiment. Dans le miroir de ses yeux, j'existais. Et je vis la même révélation sur son visage, la découverte stupéfaite qu'une âme habitait ce corps qu'elle n'avait jusqu'alors vu que comme une partie du décor de sa prison. Le contact dura une éternité et un battement de cœur, puis, comme si elle se brûlait, elle retira sa main et serra le carnet contre sa poitrine. La peur revint sur son visage, effaçant la lueur de correction. Elle fit un pas en arrière, puis un autre, son souffle court et saccadé. Ses lèvres s'entr'ouvrirent comme pour dire quelque chose, mais aucun son n'en sortit. Seule une expression de terreur panique, la conscience soudaine de l'abîme que nous venions de franchir d'un simple regard. Sans un mot, elle se détourna et regagna le manoir d'un tas précipité, presque en courant, sa silhouette claire disparaissant dans l'encadrement de la porte comme un fantôme avalé par les ténèbres. Je restai seul dans le jardin, le vent froid balayant la place qu'elle occupait un instant plus tôt, mon corps tremblant non pas de froid, mais du choc de ce qui venait de se produire. Je suis resté immobile un long moment, la main encore tendue dans le vide, comme si elle tenait encore l'empreinte de ce contact manqué. L'odeur des roses et de la pluie imminente flottait dans l'air, mais elle était désormais mêlée à son parfum, une senteur subtile de lavande et de papier que mon esprit avait gravée à jamais. J'avais commis une transgression bien plus grave que le vol d'une pomme. Je n'avais rien pris, mais j'avais partagé un secret, un instant d'humanité pure avec la propriété la plus précieuse du maître. En la regardant dans les yeux, je l'avais touchée plus intimement que si je l'avais prise dans mes bras. Je savais, avec une certitude glaciale qui me parcourait l'échine, que ce simple échange silencieux était une déclaration de guerre. La graine d'une tragédie venait d'être plantée, et je sentais déjà ses racines s'enfoncer dans mon âme, promettant une récolte de douleur et de sang. Après cette soirée-là, le monde n'avait plus la même couleur. Le gris de la boue semblait moins terne, la morsure du vent matinal moins cruelle. Son regard était devenu une presse que je portais en moi, une chaleur sucrète et dangereuse au creux de ma poitrine. Chaque jour, en redressant mon dos courbé sur les ceps de vigne, mes yeux cherchaient instinctivement la fenêtre de sa chambre. Je ne l'apercevais que rarement, une silhouette fugitive derrière le verre, mais sa simple présence invisible suffisait à changer la nature de ma peine. Ce n'était plus seulement de la soumission, mais une attente. J'attendais, sans savoir quoi, avec la certitude terrifiante que le silence qui nous avait unis un instant était plus puissant que tous les cris du contremaître. La peur ne m'avait pas quitté, au contraire, elle s'était muée en une angoisse plus profonde, car désormais, je n'avais plus seulement ma misérable vie à perdre, mais aussi le souvenir d'un instant où j'avais existé aux yeux d'un autre. Quelques jours plus tard, le hasard, ou peut-être une force plus sombre, me plaça de nouveau sur son chemin. J'avais été chargé de transporter du bois près des cuisines, un travail qui me faisait longer le mur du jardin d'agrément. Elle était là, assise sur un banc de pierre, un livre abandonné sur ses genoux. Elle ne lisait pas. Elle regardait le vide, son visage une étude parfaite de la mélancolie. En passant, nos regards se sont de nouveau croisés. Cette fois, il n'y eut pas de surprise, pas de panique. Il y eut une reconnaissance, lente, grave, presque douloureuse. Elle inclina la tête, un mouvement si infime que n'importe qui d'autre ne l'aurait pas remarqué. C'était un salut, un aveu, un pont jeté au-dessus de l'abîme social qui nous séparait. Je répondis de la même manière, le cœur battant à rompre, conscient que chaque domestique qui passait, chaque jardinier qui sarclait à proximité était un témoin potentiel de notre crime silencieux. Nous étions devenus complices d'un secret qui n'avait même pas encore de nom. La première parole fut la sienne. Une semaine s'était écoulée, une éternité de labeur et de regards volés. J'étais près de la source, à la lisiette du bois, où les ouvriers n'avaient le droit d'aller qu'en fin de journée pour se nettoyer sommairement. Elle apparut comme une vision, sortie de nulle part, une corbeille vide à la main comme prétexte à sa promenade. Elle s'arrêta à quelques pas. Sa voix, quand elle parlait, était plus douce que tout ce que j'avais jamais entendu, un murmure qui contrastait violemment avec les aboiements qui composaient mon univers sonore. Elle me demandait si la source était encore fraîche, une question absurde, inutile, mais ce n'était pas la question qui importait, c'était l'acte. Je répondis que oui, l'eau était toujours froide, ma propre voix rauque et maladroite. Cet échange banal était la chose la plus intime, la plus dangereuse que j'ai jamais faite. C'était la première pierre d'un édifice dont je savais qu'il finirait par s'écrouler sur nous. Nous avons trouvé notre refuge, une vieille chapelle abandonnée au cœur du bois, à l'extrême limite des terres du maître. Les vitraux étaient brisés, le sol couvert de feuilles mortes et de lierre, mais le toit tenait encore bon.
C'est là que nous nous retrouvions, à l'aube naissante ou au crépuscule, quand les ombres s'allongeaient et que le monde du travail s'endormait. Pour elle, s'y rendre était un risque insensé, une fugue de sa prison dorée. Pour moi, c'était m'exposer à la punition la plus sévère. L'air y sentait la pierre humide, la terre et le temps. C'était notre royaume, un espace hors du monde où elle n'était pas la femme du maître et où je n'étais pas son ouvrier. Nous nous asseyions sur les marches de l'hôtel en ruine, sans nous toucher, laissant le silence parler pour nous. La peur était toujours présente, un animal tapi dans les recoins sombres de la chapelle, mais sa présence rendait chaque seconde passée ensemble plus précieuse, plus désespérément vivante. C'est dans cette pénombre sacrée que les mots ont commencé à couler. Je lui ai parlé de mon père, de l'odeur de la cave le jour de sa mort, du bruit du tonneau qui avait roulé et du silence qui avait suivi. Je lui ai parlé du poids de la haine que je portais en moi, une haine froide et patiente qui me consumait de l'intérieur. Je n'avais jamais raconté cela à personne. Ces mots, je les avais gardés enfouis, profondément, que j'avais cru les oublier. Mais devant elle, ils sont sortis d'eux-mêmes, comme un poison que l'on crache enfin. Elle écoutait, son visage grave et attentif dans la faible lueur qui filtrait des vitraux cassés. Elle ne m'offrait pas de pitié, ce que j'aurais haï, mais quelque chose de bien plus rare, une compréhension silencieuse. Pour la première fois, ma douleur avait un écho. Elle n'était plus seulement mienne, elle était partagée, et ce partage, aussi bref soit-il, l'allégeait d'un poids infime mais réel. À son tour, elle m'a ouvert les portes de sa propre prison. Elle m'a parlé de sa solitude, un mal si profond qu'il rongeait les couleurs de sa vie. Elle m'a décrit les dîners interminables où son mari la traitait comme un objet de décoration, les nuits silencieuses dans des chambres séparées, la violence de ses mots qui la déshabillaient de toute dignité. Elle m'a confié son dégoût pour cette richesse bâtie sur notre misère, une richesse qui l'enchaînait autant qu'elle me écrasait. En l'écoutant, j'ai compris que la soie de ses robes était aussi lourde à porter que mes hottes remplies de raisins. Nos souffrances n'étaient pas les mêmes, mais elles provenaient de la même source, la tyrannie d'un seul homme. Le fossé entre nous, si vaste et si profond, semblait se combler à chaque mot échangé. Nous n'étions plus un maître et un esclave, mais deux âmes captives se reconnaissant dans les ténèbres. Notre besoin l'un de l'autre est devenu une faim, une soif que rien ne pouvait étancher. Le simple fait de savoir qu'elle existait ne suffisait plus. Je devais la voir, ne serait-ce qu'un instant. Je prenais des risques insensés, m'attardant près du manoir sous des prétextes futiles, guettant son ombre à la fenêtre. Mon travail en pâtissait. J'étais plus lent, plus distrait, la résignation. Je devenais un danger non seulement pour moi-même, mais pour eux tous, car dans notre monde, toute anomalie attirait l'attention du maître. L'inévitable a failli se produire un après-midi pluvieux. Nous étions dans la chapelle, abrités de l'averse. Nous parlions à voix basse lorsque le bruit de sabots de cheval sur le sentier forestier nous a pétrifiés. C'était lui, le maître. Il était sorti chasser, malgré le temps. Nous l'avons entendu jurer contre la pluie, sa voix un grondement de tonnerre qui a fait trembler les murs de notre sanctuaire. Il est passé à quelques mètres à peine de la porte délabrée, si près que je pouvais sentir l'odeur de son cheval mouillé et du cuir de sa selle. Nous n'osions plus respirer. Je pouvais sentir le tremblement du corps d'Éléonore à côté de moi, même sans la toucher. Chaque seconde était une torture. Le bruit des sabots s'est finalement éloigné, s'estompant dans le martèlement de la pluie. Nous sommes restés immobiles un long moment, le cœur au bord des lèvres, unis par une terreur si intense qu'elle était presque une étreinte. Ce jour-là, nous avons compris que la mort n'était pas une menace lointaine, mais un compagnon de route qui marchait à nos côtés. Pourtant, même cette peur viscérale ne pouvait nous arrêter. Au contraire, elle nous liait plus étroitement. Au milieu de la terreur, des moments d'une douceur insoutenable ont commencé à éclore, comme des fleurs sauvages sur un champ de bataille. Un jour, je lui ai apporté une seule fleur des champs, une campanule bleue que j'avais cueillie au péril de ma vie. En la voyant, un sourire a illuminé son visage pour la première fois. Ce n'était pas un grand sourire, juste une inflexion de ses lèvres, mais c'était comme si le soleil perçait les nuages. Un autre jour, elle a partagé avec moi un morceau de pain blanc qu'elle avait subtilisé dans les cuisines. C'était le pain des maîtres, doux et léger, un goût d'un autre monde. En le mangeant, nous avons ri doucement. Un rire fragile et clandestin. Ces petits riens, ces gestes interdits, devenaient le tissu de notre existence. Nous n'étions plus seulement deux prisonniers partageant leur désespoir. Nous étions en train de construire quelque chose de précieux, au cœur même de notre futur désastre. Je savais où cela nous menait. Chaque rencontre secrète, chaque mot murmuré, chaque regard partagé était un pas de plus vers le précipice. La curiosité et la compassion des débuts s'étaient transformées en un sentiment plus profond, plus puissant,
et infiniment plus destructeur. Un sentiment pour lequel notre monde n'avait ni place, ni pitié. Je la regardais, assise sur les marches de l'hôtel, la lumière du soir dorant ses cheveux, et je savais que je l'aimais. Ce mot, je ne l'ai pas prononcé, mais il a résonné en moi avec la force d'une condamnation. L'aimer, c'était signer mon arrêt de mort, et probablement le sien. C'était défier non seulement le maître, mais Dieu lui-même, l'ordre tout entier des choses. Et pourtant, je ne pouvais plus reculer. La graine plantée le jour où j'avais ramassé son carnet avait germé, et ses racines s'étaient enroulées si fermement autour de mon cœur que les arracher aurait signifié m'arracher la vie. Le ciel ce jour-là a décidé pour nous. Un orage d'une violence inouïe, de ceux qui semblent vouloir laver la terre de ses péchés ou la noyer sous leur fureur, s'est abattu sur le domaine. Nous étions dans la chapelle, notre refuge précaire, et la pluie martelait le toit avec une telle force que toute conversation était devenue impossible. Nous étions piégés, enfermés dans cette bulle de pierre et de pénombre, tandis que le monde extérieur se déchaînait. Chaque éclair illuminait brièvement son visage, sculptant ses traits dans une lumière spectrale, révélant la peur et une autre émotion, plus profonde, plus sombre, qui faisait écho à la mienne. Le grondement du tonnerre n'était plus qu'une extension du battement affolé de mon propre cœur. L'air était lourd, saturé d'électricité, de l'odeur de la terre mouillée et de notre proximité interdite. Le monde s'était rétréci aux quelques mètres carrés de ce sol sacré que nous étions en train de profaner par notre simple présence commune, par la tension qui vibrait entre nous, plus palpable que les murs eux-mêmes. Dans le silence assourdissant qui suivit un coup de tonnerre particulièrement proche, je fis ce que j'avais juré de ne jamais faire. Je tendis la main et touchai la sienne. Ce n'était pas un geste de désir, pas encore, mais un besoin irrépressible de m'assurer qu'elle était réelle, que cet instant de partage au cœur de la tempête n'était pas un songe fiévreux. Le contact fut un choc, une décharge qui parcourut mon corps tout entier. Le grain de ma peau, rendue rugueuse par des années de labeur, contre la douceur de la sienne, une peau qui n'avait jamais connu que le contact de la soie et de l'eau claire. C'était le contact de deux mondes, de la boue et du parfum, de la misère et de l'opulence. Un fossé de siècles et de mépris nous séparait, et pourtant, dans ce contact, ce fossé n'existait plus. Il n'y avait plus que la chaleur de sa main dans la mienne, un pont de chair et de tremblement jeté au-dessus de l'abîme, un aveu silencieux que nos âmes au-delà de nos conditions se reconnaissaient et s'appelaient. Elle ne retira pas sa main, au contraire, ses doigts se resserrèrent sur les miens, et elle leva les yeux vers moi. Dans la pénombre, ses prunelles brillaient d'une lueur de défi et de désespoir. C'est à cet instant que j'ai compris que nous avions dépassé le point de non-retour. La peur n'avait pas disparu, elle était là, hurlante, mais elle était désormais moins forte que cette force qui nous poussait l'un vers l'autre. Je me penchai, lentement, lui laissant tout le temps de me repousser, de briser le sortilège. Elle ne le fit pas. Nos lèvres se rencontrèrent, et ce fut comme si la foudre nous avait frappés. Ce n'était pas un baiser doux, mais un baiser affamé, chargé de toute la solitude, de toute l'injustice et de toute la rage que nous portions en nous. C'était un baiser qui avait le goût de la pluie, des larmes et de la terre. Un acte de rébellion totale, une revendication de notre humanité face à un monde qui nous la niait. En cet instant, nous n'étions plus la femme du maître et son ouvrier. Nous étions un homme et une femme, et nous signions notre condamnation. Quand nous nous sommes séparés, le silence dans la chapelle était plus lourd qu'avant. La tempête au-delà commençait à s'apaiser, comme si elle avait accompli sa mission, laissant place à une quiétude menaçante. Nous étions restés là, sans parler, respirant le même air, nos corps encore vibrants du contact. Je la regardais, et je voyais sur son visage non pas du regret, mais la conscience terrible de ce que nous venions de faire. Nous avions transformé un secret de l'esprit en un crime de la chair. Il y aurait des traces, des preuves, un cheveu sur mes vêtements, une odeur de terre sur sa robe, une lueur dans nos yeux que nous ne pourrions plus jamais complètement éteindre. Le risque n'était plus une abstraction, il était devenu une certitude. Le maître, Auguste Dubois, ne se contenterait pas d'une simple punition. Pour une telle transgression, pour une telle atteinte à sa propriété et à son honneur, il exigerait le sang, pas seulement le mien, mais celui de quiconque pourrait être soupçonné de complicité. Notre amour venait de devenir une arme pointée sur le cœur de tous ceux que je connaissais. Le retour fut une agonie silencieuse. La pluie avait cessé, laissant derrière elle un monde lavé, étincelant sous les derniers rayons du soleil couchant, une beauté cruelle et indifférente à notre drame. Nous avons marché séparément, elle retournant vers sa cage dorée, moi vers ma masure de terre battue. Chaque pas qui nous éloignait l'un de l'autre était une déchirure. Elle se retourna une dernière fois, avant de disparaître derrière les cris du jardin, son regard chargé d'une tristesse si profonde qu'elle me transperça l'âme. Je suis resté là, caché par les arbres, jusqu'à ce que sa silhouette ait disparu. En regagnant les logis des ouvriers,
J'ai senti un changement dans l'air. Un regard du contremaître, plus insistant que d'habitude. Un silence qui s'est fait sur mon passage. Ce n'était peut-être que le fruit de ma paranoïa, de ma culpabilité. Mais au fond de moi, une voix glaciale me murmurait que la tempête n'était pas terminée. La plus violente était encore à venir, et je savais, avec une certitude absolue, que nous n'étions plus seuls dans notre secret. Le soupçon n'était plus une ombre dans mon esprit, mais une bête à sang foin qui me suivait à chaque pas. Les jours qui suivirent l'orage, un froid nouveau s'installa entre moi et les autres ouvriers. Ce n'était pas le froid de l'hiver qui approchait, mais celui de la peur. Les regards se détournaient à mon approche, les conversations s'éteignaient. Le contremaître, le brun, ne me quittait plus des yeux. Son regard n'était plus seulement méprisant, il était devenu scrutateur, celui d'un chasseur qui a repéré une piste. Il observait mes mains, mes vêtements, comme s'il y cherchait une trace invisible, la preuve d'un crime qu'il sentait sans encore pouvoir le nommer. Je savais que le temps m'était compté. Chaque lever de soleil était une sursis, chaque crépuscule une menace. Notre secret, qui avait été notre refuge, était devenu une maladie contagieuse, et les autres s'écartaient de moi comme on s'écartait d'un pestiféré, sachant que mon malheur pourrait bientôt devenir le leur. La fin est arrivée là où tout avait commencé, dans l'humidité glaciale des caves. Le brun m'y attendait, seul, une lanterne posée sur un tonneau qui projetait son ombre démesurée sur les murs suintants. Il n'a pas crié, sa voix était calme, presque conversationnelle, ce qui la rendait plus terrifiante encore. Dans sa main, il tenait un petit objet, un carré de lard fin, brodé d'un E délicat. Le mouchoir qu'Éléonore avait laissé tomber près de la chapelle, un jour de vent. Il l'a laissé pendre devant mes yeux, se balançant doucement dans la lueur de la lanterne. Il a dit que la terre avait une mémoire, qu'elle gardait les empreintes des pas pressés et les objets perdus par les dames qui se promenaient trop loin de leur jardin. Il n'a pas posé de questions, il a simplement énoncé le fait, mon crime, comme une vérité évidente. En cet instant, le poids du tonneau qui avait tué mon père m'a semblé moins lourd que celui de ce minuscule morceau de tissu. Ma réaction fut le silence, la seule dignité qui me restait, mais mon silence était un aveu, et il le savait. Son calme s'est brisé. Le coup de poing est parti sans avertissement, m'envoyant heurter violemment les fûts de chêne. La douleur a explosé dans ma mâchoire, suivie du goût métallique du sang. Il n'était plus seul. 2 autres gardes sont sortis de l'obscurité, leurs visages des masques de brutalité anonyme. Ils m'ont saisi, mes bras tordus dans mon dos avec une efficacité cruelle. Je ne me suis pas débattu. À quoi bon? Lutter n'aurait fait qu'accélérer l'inévitable, qu'ajouter de nouvelles douleurs à celles qui m'attendaient déjà. Alors qu'ils me traînaient hors de la cave, mes pieds raclant le sol en terre battue, je n'ai pensé qu'à une chose, le visage d'Éléonore, la lueur de vie que j'avais vue dans ses yeux. J'espérais seulement qu'elle ne verrait pas ce qu'ils allaient faire de moi, que son dernier souvenir de notre amour ne serait pas celui de mon corps brisé. Ils m'ont jeté au centre de la cour principale, sous le regard de tous. Le travail s'est arrêté. Un silence de mort est tombé sur le domaine, un silence que je connaissais trop bien. C'était le silence qui précédait le spectacle de la punition. Les ouvriers, mes compagnons de misère, formaient un cercle autour de moi, leurs visages pétrifiés par la terreur. Dans leurs yeux, je ne voyais pas de jugement, mais une pitié impuissante et la conscience effroyable que ma chute était aussi la leur. Puis, la grande porte du manoir s'est ouverte. Auguste Dubois est apparu sur le perron, exactement comme je l'avais imaginé, un verre de vin à la main. Il a descendu les marches lentement, ses bottes résonnant sur la pierre avec une autorité funèbre. Il s'est arrêté devant moi, me dévisageant de haut, non pas comme un homme, mais comme une chose souillée qui venait de salir sa propriété. Derrière lui, à la fenêtre de sa chambre, j'ai cru apercevoir une forme pâle. Éléonore. Mon cœur s'est brisé. Le maître n'a pas élevé la voix. Il s'est adressé à la foule silencieuse, son ton glacial portant dans l'air immobile. Il n'a pas parlé d'amour, ni de trahison conjugale. Il a parlé de pourriture, d'une maladie qui s'infiltrait dans les racines de son domaine. Il a dit que lorsque la vermine s'attaque à la vigne, il ne suffit pas d'arracher la branche infectée, il faut brûler le cep tout entier et laisser la terre en jachère pour qu'elle se purifie. Il a pointé son doigt vers moi. Cet homme, a-t-il dit, n'a pas seulement souillé mon honneur. Par son arrogance, il a cru pouvoir renverser l'ordre des choses. Il a cru qu'un rat pouvait s'asseoir à la table du roi. Sa punition sera donc un exemple. Et pour que la leçon soit bien apprise, vous tous, vous partagerez son châtiment. Vos rations seront diminuées de moitié jusqu'aux premières neiges. Vos journées de travail seront prolongées de 2 heures. Le silence et la faim seront vos maîtres, jusqu'à ce que vous ayez expié sa faute. Il a prononcé ces mots, puis s'est tourné vers le brun. Préparez le poteau. Demain, à l'aube, le sang lavera la boue. La nuit qui a précédé mon supplice fut la plus longue de ma vie. Attaché au poteau au centre de la cour, le froid de la pierre s'infiltrait dans mes os, plus insidieux que le gel de l'hiver. Le domaine était silencieux, mais ce n'était pas un silence de repos. C'était le silence de la bête qui retient son souffle avant de bondir. Chaque bruit nocturne, le ululement d'une chouette, le craquement d'une branche, me semblait être le prélude à mon exécution. Je fermais les yeux et je revoyais son visage, non pas celui terrifié que j'avais aperçu à la fenêtre, mais celui illuminé d'un sourire fragile dans la pénombre de notre chapelle. Je sentais encore la chaleur de sa main dans la mienne, un souvenir si puissant qu'il rendait le contact rugueux des cordes sur mes poignets insupportable.
Il pouvait prendre mon corps, le briser, le réduire en poussière, mais il ne pouvait pas m'arracher cela. Cette chaleur était la seule chose qui me restait, la dernière braise d'humanité dans la nuit glaciale de ma faim. L'aube est arrivée non pas comme une promesse de lumière, mais comme la lame grise et effilée d'un couteau sur la gorge de l'horizon. Les portes des masures se sont ouvertes une à une, libérant les silhouettes courbées de mes frères de misère. Ils se sont rassemblés en silence, formant un cercle autour de moi, leurs visages des masques de terre et de résignation. Personne ne me regardait directement. Leurs yeux fuyaient les miens, non par mépris, mais par une terreur partagée, par la honte de leur propre impuissance. Ils savaient que mon crime était d'avoir osé être un homme, et que ma punition était un rappel qu'ils n'étaient que du bétail. L'air était si froid que leur souffle formait de petits nuages de buée, des fantômes de paroles qu'ils n'osaient pas prononcer. Le soleil, encore caché derrière les collines, commençait à teinter les nuages d'un rose maladif, la couleur du sang dilué dans l'eau. L'heure était venue. Le silence s'est fait plus lourd, plus dense, attendant le premier coup. Alors que le maître descendait les marches du perron, savourant son triomphe, un mouvement inattendu a eu lieu. La foule s'est écartée. C'était elle, Éléonore. Elle n'était pas vêtue de soie, mais d'une simple robe de lin sombre, ses cheveux dénoués, sans aucun bijou. Elle marchait lentement, la tête haute, traversant la cour comme si elle flottait au-dessus de la boue et de la peur. Elle n'a pas regardé son mari, ses yeux étaient fixés sur moi. Il y avait dans son regard une résolution terrible, une paix qui n'appartenait plus à ce monde. Elle s'est arrêtée à quelques pas de moi, juste assez près pour que je puisse voir les larmes silencieuses qui traçaient des sillons sur ses joues. Elle n'a rien dit. Elle a simplement levé la main et l'a posée sur son cœur. Un geste d'adieu et de fidélité éternelle. En cet instant, devant tous, elle a cessé d'être la femme du maître. Elle est redevenue elle-même. Et elle a signé sa propre sentence, en même temps que la mienne. Le maître a eu un rectus, un masque de fureur glaciale déformant ses traits. La folie. Il a craché le mot comme un venin. La folie l'a prise. Elle est souillée. Son esprit est brisé. Il a fait un signe à Lebrun et à un autre garde. Saisissez-la. Enfermez-la dans sa chambre, jusqu'à ce que le médecin de la ville vienne la chercher. Ils vont la soigner, loin d'ici, très loin. Les deux hommes ont hésité une seconde, surpris par la scène, puis ils ont obéi. Ils l'ont empoignée par les bras. Elle ne s'est pas débattue. Elle ne m'a pas quitté des yeux alors qu'il la traînait vers le manoir. Son dernier regard n'était pas un appel à l'aide, mais une promesse. La promesse que même enfermée, même déclarée folle, même effacée du monde, son âme resterait avec la mienne. J'ai crié son nom, une seule fois, un son rauque et déchiré qui s'est brisé dans ma gorge. C'était la pire des tortures. La voir disparaître, emportée vers une tombe vivante, était une douleur plus profonde que n'importe quel fouet. Le premier coup de fouet a claqué dans l'air comme un coup de fusil. La douleur a été si fulgurante, si blanche, qu'elle a effacé le monde pendant une seconde. Mon dos s'est arqué, et un cri involontaire m'a échappé, un son animal qui a fait reculer la foule d'un pas. Puis le deuxième coup est tombé, et le troisième. La douleur est devenue un rythme, une pulsation de feu qui consumait ma chair. Mais ce n'était qu'une douleur du corps. La véritable agonie était dans mon esprit. Chaque coup que je recevais était un écho de ses pas qu'on entraînait loin de moi. Chaque limbeau de peau arraché était le souvenir de sa main sur la mienne. Le sang qui coulait le long de mon dos et se mêlait à la boue n'était pas seulement le mien. C'était le sang de notre amour, le prix de notre crime. Je ne sais pas combien de temps cela a duré. J'ai perdu conscience, non pas à cause de la douleur, mais parce que mon âme avait déjà quitté mon corps pour la suivre dans sa prison de silence. Ils m'ont laissé là, suspendu au poteau, un amas de chair saignante jusqu'au crépuscule. Personne n'a eu le droit de m'approcher. Quand ils m'ont enfin détaché, je me suis effondré dans la boue. On m'a jeté dans une grange, sans soin, pour que je vive ou que je meure. J'ai vécu. Mais l'homme qui s'est relevé quelques semaines plus tard n'était plus Julien. Ce n'était qu'une cicatrice ambulante, une enveloppe vide hantée par un souvenir. Le silence est tombé sur le domaine, un silence plus lourd et plus profond que jamais. Il était fait de rations diminuées, de corses épuisés et du fantôme d'Éléonore, dont le nom n'a plus jamais été prononcé. On disait qu'elle avait été envoyée dans un asile près de la Suisse. Personne n'a plus jamais eu de ses nouvelles. Le maître avait gagné. Il n'avait pas seulement brisé mon corps, il avait arraché l'âme de notre communauté, ne laissant derrière lui qu'une peur patiente et la certitude qu'aucun amour ne pouvait pousser sur cette terre sans être immédiatement piétiné. Aujourd'hui, mon dos est un parchemin de douleur, et chaque mouvement me rappelle ce jour-là. Je travaille toujours la même vigne, je respire le même air.
La terre ici a une mémoire froide et calcaire. Parfois, quand le vent souffle depuis la colline, j'ai l'impression d'entendre son murmure, ou de voir sa silhouette flotter un instant derrière les vitres de la fenêtre la plus haute du manoir. Ils ont effacé son nom, mais ils ne peuvent pas effacer son histoire de cette terre. Chaque grappe de raisin que nous récoltons est gorgée de nos larmes, chaque bouteille de ce vin pétillant qui fait la joie des riches est remplie de nos silences. Mon histoire se termine, mais la terre, elle, n'oublie pas. Elle garde en elle toutes les autres, celles qui n'ont jamais été racontées, celles de tous les amours brisés et de toutes les vies sacrifiées. Écoutez bien le vent dans les vignes. Il vous les comptera peut-être.